Le 30 juin 1960, jour pour jour, la République démocratique du Congo totalise 63 ans d'existence. Un pays libre, un pays indépendant sur le plan national et international. Cependant, des questions se posent autour de la démocratie, sa praxis même dans notre pays. Autant de questions qui valent leur pesant d'or après 3 cycles électoraux organisés dans ce pays. L'on se pose de questions si le 4e aura bel et bien lieu. On parle de décembre 2023, de questions qui doutent autour de l'organisation des élections qui soient démocratiques, indépendantes, transparentes. Qu'en est-il aujourd'hui des acteurs politiques congolais ? Se prépare-t-il pour ces élections ou c'est le contraire? Il se prépare pour la contestation. Nous allons en parler sur ce plateau spécial de Enjeux de l'heure du 19 juillet. Les kidnappeurs, ces gens qui ont été condamnés, quel est le sort aujourd'hui au niveau de la population congolaise et particulièrement à Kinshasa, cette psychose qui a élu domicile? Est-ce qu'on en parle encore, ces tactiques de kidnappeurs? Nous allons également parler de ce grand dossier qui a coulé lent, encre et salive. De questions autour de l'assassinat de Chérubin Okende. Ce ministre honoraire de Transport et député national a été tué. Des condamnations qui frisent de partout. Sa famille politique qui accuse le pouvoir qui demande une enquête sur le plan international et qui demande à être prêté main forte pour élucider autour de ce meurtre. Et également la situation sociale de Congolais, le 5 ans de Félix Tshisekedi, quel bilan? Est-ce que le président est encore éligible pour un 2e mandat? Bechmas Kongolo, acteur politique et social, il est cofondateur du mouvement Grand Kassai, de cette grande association culturelle. C'est un auteur, c'est un penseur, c'est un philosophe, il est tout. Mais c'est la crème intellectuelle ici en République démocratique du Congo. Ce plateau spécial en coprésentation avec Diane Walimbo, qui n'est pas une première émission avec elle, mais c'est dans la continuité et dans la permanence. Diane, bienvenue. Merci Roland. Et Monsieur Kongolo également, bienvenue. Merci. L'émission est bilingue. Et vous êtes sur le plateau des Tosungana Télévision. La santé, comment ça évolue? Merci de l'honneur que vous me faites pour venir sur ce précieux plateau. J'ai déjà fait un clin d'œil pour le cadre qui est magnifique. C'est pas l'ordinaire que l'on connaît de la presse chinoise. La santé va très bien. Je me porte comme un charme. L'environnement me plaît, le pays aussi. Je suis content. Vous êtes content de cette gestion? Soyez clair. De la gestion du plateau, du pays. De la gestion du pays, je suis plus que satisfait. Ah bon? Ouais. Pour être sincère. Je n'ai pas peur de mots. Je suis plus que satisfait parce que... La vie est chère. Ça dépend de quand est-ce qu'on appelle la vie chère. Ce refrain, vous vous souvenez que ça a commencé depuis l'époque de Jésus. La vie était chère. Alors, il ne faut pas aujourd'hui essayer de faire comme si on réinventait la roue, on a trouvé un nouveau mot. Non, moi je sais que la vie a été chère à l'époque de Jésus, la vie a été chère à l'époque de l'esclavagisme, la vie a été chère le 4 janvier quand on tuait les membres de l'ABACO qui manifestaient pour réclamer l'indépendance. L'indépendance était réclamée parce que la vie devenait insupportable. Vous dites encore cher, c'est très modeste. Le maréchal Mobutu, s'il avait été désapprouvé par la majorité de l'opinion, c'était parce que la vie devenait chère. Et Mzee Laurent Désiré Kabila, on ne l'a pas beaucoup porté parce que les étrangers que l'AFDEL nous a amenés
trouvé que nous étions des bêtes à redresser. La vie était insupportable. Et Joseph Kabila. quand Joseph Kabila est arrivé, il a entonné un slogan qui était très intéressant. Il a dit « Fini la récréation ». Alors, les portes de prison seront ouvertes. On s'est tenu en ordre, on a dit « Maintenant, la discipline commence ». Alors, on lui a sorti un nom qui disait « Sissabidimbu ». On se dit « Maintenant, le pays va décoller ». Alors, paradoxalement, à nos attentes, M. Adolphe Muzito, Premier ministre, prend un décret qui dit « Fini le contrôle, personne ne contrôle personne ». C'était ça la fin de la récréation. Si Sabidimbu, on prend 9 milliards de dollars chez les Chinois, on les apporte ici, on fait 2 kilomètres de route, alors que 1 kilomètre, généralement, au prix standard, c'est 1 million maximum 300 000, on nous fait une route, 1 kilomètre, 14 millions de dollars. Voilà comment on a cissé les Bidimbu. Ah bon? Eh bien, maintenant, nous avons... Tshisekedi arrive. Matata, il Moïse Katumbi, Délice Sanga et Fayoulou disent que c'est la vie chère et c'est la dictature. Là, on va trop vite. Félix arrive, il ressuscite d'abord la gestion des 3 dernières années. Qu'en est-il de Bukangalonzo? Est-ce qu'on peut savoir quelque chose? Le contribuable congolais doit rembourser à la République populaire de Chine 9 milliards de dollars. Qu'a-t-on fait de cet argent? Vous qui avez géré la République au quotidien, honorable Matata Ponyo, venez nous éclairer. Moi, on ne peut pas me poser de questions parce que je suis protégé par les textes. Non, nous sommes en famille. N'en déplaise à cette véracité, jusque-là incontestable, que Vincent de Paul Lunda Bouloulou a reçu la délégation des étudiants rwandais, conduite par Augustin Matata Ponyo, le désormais Augustin Matata Ponyo. Ah en bon? fait, c'était le chef de la délégation des étudiants rwandais venu rencontrer le Premier ministre Vincent de Paul Lunda Bouloulou. Et qui était membre de cette délégation? Le chef de délégation était Matata. Oui. Et qui étaient ces membres? Les étudiants rwandais. Qui sont-ils? Puisque vous avez cité le chef de la délégation, et qui sont les autres membres? Il y avait entre autres Bizi Makara. Bizi Makara, Ouais. oui. Et la liste est longue, je ne l'ai pas à cœur. De la faculté de médecine, vétérinaire. Qui encore? Roubérois, il était là aussi? Oui, Roubérois, mais c'est de Roubérois que nous avons parlé tout à l'heure. Bizima, on a parlé de Bizima. Makara, les Roubérois, tous ceux qui s'étaient camouflés, et qui les... Attends, Abimana. Abimana. Ok. Tous, ils étaient dans le lot. Et le chef de la délégation, le Rwandais par excellence qui pouvait conduire les autres, s'appelait Augustin Matata Ponyo. Mais maintenant que vous êtes Congolais, est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez fait de 280 millions consacrés au projet agro-industriel de Bukangalozo? Il y a acharnement, il y a injustice dans le pays, et on a tué le droit. Il faut chercher les professeurs qui peuvent expliquer que je ne suis pas, on ne peut pas me poser de questions. Les Congolais n'ont pas droit à la vérité. Et là, c'est sous l'énigmatique entière, le rocher de la République, son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi, qui, paradoxalement, au décret signé par M. Adolphe Muzito, de dire personne ne contrôle personne, il réhabilite l'IGF, l'Inspection générale de finances. Aujourd'hui, la Cour de compte est opérationnelle. Et ça nous met un peu en difficulté pour apprécier certains acteurs de la société civile censés inculquer l'amour de l'autre, la charité, le soutien aux faibles, la consolation du pauvre. On vous dit, ces parents pas payés, sinon sous-payés, ne sont pas en mesure de scolariser les enfants, de les envoyer à l'école.
mais pour donner chance à chaque enfant né sur le sol congolais. Ne fût-ce que d'apprendre à lire et écrire, ça se fait au niveau de l'école primaire, le degré élémentaire. Laissons ces enfants, donnons-leur la chance d'apprendre gratuitement. Celui qui s'oppose à une telle mesure en premier, c'est un certain Fridolin Ambongo, malheureusement ou heureusement appelé cardinal. Non, c'est le cardinal quand même. Ben, parce qu'il y a des moments où il parle en tant que cardinal, il y a des moments où il parle en tant que membre d'un ensemble contre la République. Là, nous devons savoir discerner les choses. Vous êtes sûr qu'il est membre de Ensemble pour la République? Non, plus membre que lui, tu meurs. Plus membre d'ensemble. Vous avez vu sa carte de membre? Attends, on n'a pas besoin d'aller voir la carte dans ce pays où les gens appartiennent à 3 ou même 4 partis à la fois. Vous lui collez une étiquette qu'il n'a pas. Non, mais attends. Quand j'ai vu le nombre de randonnées qu'il a effectuées à truc, comment ça s'appelle À Kachobwe. Non, attends. Kachobwe. À Lubumbashi. Ne fasse pas beaucoup de... Je parle d'abord de Kingakati. Ah, ok. On l'a vu à Kingakati admirer le serpent sur l'épaule d'une dame. Il ne pouvait pas? On l'a vu à Kingakati admirer le serpent. Il ne pouvait pas? Il s'agissait d'un cobra. Il ne pouvait pas? Non, mais quand on regarde la misère qu'il y a dans l'église, qui est la mienne, l'église catholique, avec ses agents pastoraux, à qui personne ne pense en termes de rémunération, le nombre de ceux qui ont consacré leur vie à l'évangélisation, appelés présbytres ou prêtres, les abbés, la galère dans laquelle ils vivent. Les religieuses sont des laissés pour compte. Bien au contraire, chaque congrégation paye une taxe à l'archidiocèse. Moi, je pense qu'il avait mieux à faire. Alors, Roland, moi, je crois que on va parler de la vie chère en RDC. Nous allons parler aussi de la dépréciation monétaire. Mais tout à l'heure, là, vous l'avez présenté comme cofondateur de l'association Grand Kassai. Et j'aimerais savoir, au-delà de savoir votre santé, mais savoir aussi la santé de la Fondation Grand Kassai aujourd'hui. Oui, la santé du Grand Kassai, elle est, je vais être très sincère, discutable. Discutable dans la mesure où, quand cette association a vu jour, toutes les énergies, avec toute la bonne foi, avaient convergé vers son émergence. C'est vrai que dès les premiers pas, on n'avait pas une convergence des vues sur les objectifs réfléchis. C'était beaucoup plus le caractère socio-culturel, beaucoup plus culturel, qui avait pris le dessus. Et en dépit du fait que le caractère culturel avait pris le dessus, on se battait beaucoup plus pour réunir tous les Kassaïennes autour de cette dynamique qui voulait qu'on soit ensemble, qu'on échange les idées, qu'on converge les visions, qu'on conjugue les énergies en faveur, je veux dire, pas tout de suite du développement, mais de la visibilité de l'espace. C'est ce que nous avons fait avec l'honorable Denis Kambaï, sénateur, qui a assuré la présidence. Qui est votre frère aussi? Oui, qui est mon frère, qui a assuré la présidence, et moi, dans le rôle du vice-président, son adjoint. Okay. Nous nous sommes battus pour sensibiliser, mobiliser tous les notables des 5 provinces aujourd'hui de la communauté. À l'époque, c'était des districts de 2 provinces. Nous avons décerné les prix d'encouragement, nous avons décerné des diplômes de mérite, nous avons décerné des trophées, nous avons organisé des soirées culturelles de grande envergure qui sont mémorables, inégalables. On peut tout dire. Bon, Dieu seul sait de quoi c'est la fête demain, mais aucune autre organisation ne s'était autant organisée que le Grand Kassai. Mais il y a eu quelques petites incompréhensions, comme dans toute organisation humaine. À un moment donné, par rapport aux objectifs,
il y a eu divergence de vues. La première divergence était par rapport à l'objectif culturel qui était le principal. Et j'assume la paternité de la première divergence pour avoir suggéré le développement avec sa branche agro-pastorale comme priorité. On n'a pas émis sur le même diapason. J'ai dit, mais attends, je souscris, je reste dans la même dynamique. On se bat pour l'objectif culturel, mais sans me mettre en opposition avec l'ensemble. Je vais entretenir une dynamique de développement beaucoup plus orientée vers l'agro-pastoral, qui avait été et qui reste à ce jour appelé Amis du Kasaï oriental pour le développement. C'était pour éviter de marcher sur les plates-bandes du Grand Kasaï au risque de décourager les amis. Et ça nous a permis, alors que monsieur, son Excellence, l'aujourd'hui honorable Alphonse Ngoï Kassanji était gouverneur du Kasaï oriental, ça nous a permis de ne pas être inscrits au budget de l'État, de n'avoir pas bénéficié du moindre centime de la communauté, la fameuse communauté internationale. Mais avec les moyens des bords, nous avons fait un exploit qui, en 2007, a permis de basculer le prix de la mesure du maïs, appelé généralement méga, qui coûtait 3600 francs, avec l'effort de l'ACORDEV, Amis du Kasaï oriental pour le développement, nous l'avons ramené à 800 francs congolais. On n'avait pas de tracteurs, on n'avait pas de semences améliorées, on n'avait pas 280 millions de dollars, comme pour le projet agro-pastoral de Bukangalonzo. Et ça reste inégalable. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez le temps de vous converger, de discuter ensemble, de voir dans quelle mesure vous pouvez également mettre le tout ensemble et que Grand Kasaï Fondation, qui a gardé l'orientation culturelle, puisse également avoir cette diphthong pour que ça partage également cette orientation du côté développement? Merci beaucoup, mais ça, je crois que ça avait déjà été fait parce que quand nous avons lancé avec cette première expérience, qui était un succès inégalable, en 2007, c'est plutôt en 2012 que le Grand Kasaï a rassemblé les filles et fils du Grand Kasaï à la paroisse Notre-Dame de Fatima pour emboîter le pas à ACORDEV en interpellant les notables de la communauté sur la nécessité du retour aux travaux de la terre, aller cultiver la terre. Bon, est-ce que ça avait été entendu? Est-ce que ça n'avait pas été entendu? Tous les notables du Grand Kasaï qui avaient déjà communié aux prémices de l'ACORDEV avaient amorcé des travaux déjà dans leur territoire respectif. Il y a à l'époque 16 territoires au Kasaï oriental, 10 territoires à l'ex-Kasaï occidental. Aujourd'hui, avec la configuration de districts, on ne maîtrise plus très bien, avec les nouvelles provinces, il y a combien de territoires, mais avec le projet de 145 territoires, de développement de 145 territoires, il y a à boire et à manger. C'est apparemment l'argent destiné à être géré par les salariés, par les gens contrôlables par l'État, ce qui s'oppose totalement à la vision des Amis du Kasaï oriental pour le développement. Cet argent devait être destiné aux paysans. On ne va pas les leur distribuer, on leur facilite le travail. Ils sont forts, ils sont disposés à travailler. Mais quand on affecte un tracteur dans chaque territoire ou deux, qui fasse le labour avec l'enveloppe donnée à l'administrateur de territoire ou au chef de groupement, et l'espace labouré est attribué aux paysans qui sont organisés préalablement en coopérative de 25 personnes. Ça veut dire chaque petite équipe de 25 personnes gère 25 hectares de champs. Et qui porte de fouilles jusqu'aujourd'hui. Hein. Mais oui, qui porte. Alors, il y a un truc, c'est que quand les acteurs politiques s'en mêlent, ça change beaucoup de choses. Au lieu de dire Amis du Kasaï oriental pour le développement, tu vas trouver, on dit les amis de Diane pour le développement. Alors, tous ceux qui ne supportent pas Madame Diane disent donc nous sommes embarqués dans un bateau dont on ne connaît pas très bien la destination. Exact. Et ils débarquent. Alors, c'est la difficulté.
Alors, vous avez, dans un premier temps, je voudrais changer de chapitre, revenir sur la politique, parce que vous avez tari tout à l'heure là, les éloges de réalisation du président de la République, renaître l'IGF de ses cendres, le fonctionnement de la Cour de compte et tant d'autres vous avez cités. Mais l'opposition traite ce pouvoir de dictatorial, un dictateur à la tête de ce pays. Et aujourd'hui, avec comme preuve, vous avez suivi Moïse Katumbi depuis la capitale de la Côte d'Ivoire, traiter le pouvoir d'assassin avec le meurtre que nous avons connu ici de l'honorable Chérubin Okende. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup. On ne donne pas l'expérience de la circulation dans une ville que l'on n'a jamais visitée. Vous n'allez pas me dire comment me comporter en Russie si je veux partir du point A vers le point B, alors que vous n'avez jamais visité la Russie, vous n'en avez aucune expérience. Moïse Katumbi n'a jamais visité Kinshasa, il n'a pas l'expérience de Kinshasa. Il fut gouverneur de la RDC, il connaît Kinshasa. Nous parlons de la démocratie, s'il vous plaît. Ok? Très bien. Donc, retenez vos émotions. Monsieur n'a aucune expérience de la démocratie. Katumbi. Alors, il va vous parler de ce qui est dictatorial, de ce qui est en fonction de quoi. Lui n'a aucune expérience de la démocratie. Ah bon? Tout ce qu'on sait de lui, la démocratie, les quelques exemples que nous avons de lui de la démocratie, c'est d'avoir étudié et réussi à agenouiller la Gécamine pour se faire payer de l'argent à partir de la Zambie. Ça, c'est démocratique pour lui. Katumbi. Oui. D'avoir mis à genoux la Gécamine. Oui, la Gécamine était obligée de payer parce que la République de Zambie était intraitable. Vous devez à notre concitoyen de l'argent. Et tous les documents étaient brandis attestant que la Gécamine devait de l'argent. Et la RDC n'est jamais allée en procès contre Moïse Katumbi. La RDC a payé. Plutôt, vous en avez fait un partenaire politique. Ben, les affirmations gratuites, je les adore parce que je ne les loupe pas. Monsieur s'est fait payer. Je ne sais pas pourquoi ce tableau, on veut vite l'escamoter. Moi, je reste là. La Gécamine lui a payé. Ok. J'aimerais une preuve qui me dise que la Gécamine... En termes de millions. En termes de millions. Et pas seulement ça. Monsieur a l'exemple de la démocratie en envoyant spolier une carrière qui a appartenu à un Congolais de grand talent primé par les inventeurs de l'échelle internationale, Kabasele Mwamba. Des jeunes gens débarquent dans son carré minier, ils volent tout ce qu'il avait comme minerai, tout ce qu'il avait stocké, tout ce qu'il avait emmagasiné, au nom du tribalisme, parce qu'il est du Kasaï. Comment il a pu réaliser ça au Katanga? Le grand savant. Ça, c'est l'homme dont vous voulez vanter les mérites ici. Je vous explique en quoi il est démocrate. Moïse Katumbi. Ben, un de vos collègues, je dirais, pour avoir plongé dans l'investigation matière rare dans la presse congolaise, il a scruté le passé, il a ressorti certains éléments qu'il met sur la place publique. Qui est Moïse Katumbi? Qui est son parrain politique? Qui sont ses parents? Il est de quelle origine? Mais il a dit, il a fait plusieurs interventions, tant assez. Il a parlé de sa nationalité, de son origine. Mais aujourd'hui, c'est devenu sujet tabou, on ne peut plus en parler, parce que quelqu'un a payé de sa vie pour en avoir parlé. Il s'appelle Kadiombo Yamba. Il a payé de sa vie. J'aurais aimé qu'on parle de lui, comme on veut le faire tout maintenant avec Choriga. Ne me dites pas qu'il y a une mort beaucoup plus valable que d'autres. Il y a des gens qui méritent de mourir et il y en a qui ne méritent pas de mourir. Ce monsieur, c'était un chef de famille irresponsable. La vie est sacrée. Pour avoir parlé d'un acteur supposé national, il a perdu la vie. Une expédition punitive l'a rejoint à sa résidence. Il a été abattu froidement devant femme et enfants.
on n'a pas appelé la communauté internationale au secours pour les enquêtes. On n'a pas fait de déclaration sur la presse internationale. Sonia Rollet n'était pas mise à contribution. Il s'agissait du sang d'un Congolais. De surcroît, membre du Grand Kassai, mon frère. Tout comme Chérubin Okende. C'est ma communauté qui paye le prix. Chérubin, c'est un fils du Grand Kassai. Il est du Grand Kassai, oui. Abattu lâchement. Et je vois tous les efforts qu'on essaye maladroitement, comment on veut racoler les morceaux pour essayer d'étouffer la vérité. Chez nous, la vérité, on l'acquiert de deux manières, par les moyens de droit et par les moyens des ancêtres. Dites-nous exactement à qui profite la mort de Chérubin Okende. À qui profitaient les services de Chérubin Okende? C'est dans cette direction qu'il faut. Dans la sagesse de chez moi, on dit ça veut dire? C'est pour avoir partagé le même lit que vous savez les revendications de qui dort mal et qui dort bien. Quelqu'un avec qui vous n'avez jamais partagé le lit, vous ne pouvez pas lui reprocher d'être maladroit, de tourner brutalement. Non, c'est quand vous avez communié à cet exercice. Exact. Alors, pour parler de Chérubin Okende, voyons qu'est-ce qu'il faisait au bloc politique auquel il appartenait. À qui profitaient ses services? À qui devait-il loyauté? À qui devait-il docilité et obéissance? Et est-ce qu'il y avait un mariage parfait? On ne peut pas divorcer d'avec une femme qui n'est pas la vôtre. N'oublions pas, les enquêtes sont en cours vers Clémence Kongolo. Je sais que les enquêtes sont en cours. Et le fait que les enquêtes soient en cours ne nous empêche pas de réfléchir. Allez-y. Pas seulement que les enquêtes sont en cours, ça veut dire les spécialistes de cette matière sont à pied d'œuvre pour nous retracer la vérité. Mais ici, je suis devant les journalistes qui ont le droit à l'investigation, qui, parallèlement à ce qui se fait sur le plan du droit de la justice, peuvent scruter différentes pistes, ressortir des enquêtes parallèles, les éléments qui peuvent probablement aider ceux qui travaillent officiellement. Ça ne nous empêche pas de réfléchir. Alors, une femme qui n'est pas la vôtre, vous ne pouvez pas divorcer d'avec. Un homme qui n'est pas le vôtre, vous ne pouvez pas divorcer avec. Notre frère, Chérubin Okende, jusqu'à preuve du contraire, n'était pas attendu à la Cour constitutionnelle le mercredi. Jamais attendu. Non. Alors, si nous devons nous en tenir à la version du garde-corps, certaines indiscrétions rapportent que nous parlons de quelqu'un qui avait été garde-corps de Samba Kaputo, qui avait été garde-corps de Pierre Lumbi, et qui, le dernier corps à garder, était celui de Chérubin Okende. Okay. Comme ça, on doit avoir les idées plus fixes. On sache bien de qui nous parlons. Très bien. Il dit, lui, comme garde de corps, il garde le corps avec l'arme. Selon lui, selon sa version, il a laissé l'arme dans la voiture devant la Cour constitutionnelle. Il a changé de statut. Okay. Il n'est plus garde de corps. Il est devenu coursier. Il est devenu un coursier, un préposé au courrier, qui abandonne, qui démissionne, qui se dévêtit, qui rend le tablier d'un garde-corps en laissant l'arme et tout pour dire à Chérubin, sécurise-toi toi-même, désormais je suis administratif. Il s'en va. Les heures qu'il avance, parce que l'accusé réception indique l'heure de 16h02, il dit que ça lui a pris une dizaine de minutes. Au sortir du bureau de la Cour constitutionnelle, lui qui en a mes consciences, c'est qu'il a laissé seul son chef, n'a pas vu le véhicule.
alors qu'il avait la solution sur lui. Son téléphone lui permet de retracer où est passé le véhicule. Il ne s'en occupe pas. Il aurait pu appeler son chef. Il l'a appelé, il dit que le chef n'a pas décroché. Il dit que son chef voulait rentrer à la maison. Il n'appelle pas sa femme, ni ses enfants. Il décide, lui, d'appeler quelqu'un qui pouvait être très intéressé par cette disparition, le secrétaire général de leur parti. Bolenge Tengue. Lui choisit, dans un contexte comme celui-là, pas d'appeler le corps qu'il est supposé sécuriser, alors qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, en tant que garde-corps, si tu ne démissionnes pas de tes fonctions, tu sors avec l'arme, tu laisses au corps qui est là de garde, l'arme, tu peux garder le chargeur, tu remplis le devoir, tu le sors, tu reprends ton arme, on indique que tu as retiré, tu t'en vas. Lui avait démissionné. Est-ce que nous pouvons continuer à le considérer comme garde-corps de Chérubin? Quand il pose un tel acte de démission, il prévient qui prend sa relève, qui l'avait affecté là-bas, qui a-t-il averti avant sa démission? Nul ne le sait. Mais le premier geste, la personne qui le préoccupait, qui était censée être intéressée par cette disparition, c'est le secrétaire général. Et après le secrétaire général, c'était qui? Les journalistes, vos collègues journalistes. Lesquels? Vos collègues journalistes. Mais on parle des 14 heures, vous parlez des 16 heures, et il y a un problème de... Je dis s'il faut s'en tenir... temps par rapport à ça aussi. S'il faut s'en tenir à la version du garde-corps. C'est comme ça que j'ai introduit. S'il faut s'en tenir... Si nous devons dire que lui, tout ce qu'il a dit est parole d'évangile. Il était garde-corps de Samba Caputo. Il était garde-corps de Pierre Lumbi. Il est tous morts de Chéribin Okende. On ne sait pas, il sera le garde-corps de qui? La prochaine. Donc vous sous-entendez qu'il a été affecté. Peut-être qu'il sera le vôtre. Chéribin Okende pour... Je ne sous-entends rien, je montre son cursus, l'itinéraire. Et pourquoi aujourd'hui la mort de Chéribin Okende est devenue comme un sujet de récupération politicienne? Non, pourtant, les cas comme ça, moi j'en ai connu les gens. D'un avion envoyé spécialement, de la manière la plus officielle, pour récupérer les personnalités de ce pays. Ces personnalités embarquent, je me rappelle que je revenais d'une mission officielle du Maroc, on se rencontre à l'aéroport d'Ondjili, j'ai salué les gens qui embarquaient pour Goma attendu par le président de la République. L'avion décolle, atterrit à Goma. Monsieur Matata Pogno est rescapé. Monsieur Marcelin Tchishambo est rescapé. Monsieur Augustin Katumba-Mwanke est mort dans cet avion miraculeux. Pas d'enquête ouverte, pas de communauté internationale mise à contribution, pas de Sonia Roley dans la danse, pas d'acharnement, pas de banditisme politique, pas de dictature. C'est passé comme la chose la plus normale. Un chef de famille, au service de la nation, sous le drapeau, se rend compte que de toutes les réunions qu'ils tiennent pour combattre l'envahisseur, il y a fuite d'informations. Il tient une réunion officielle, il se retire avec son carré privé, il change les instructions et prend l'envahisseur au dépourvu. L'envahisseur bat en retraite. On apprend la nouvelle à Kinshasa, on donne l'ordre de l'éliminer. Mamadou Ndala est tué lâchement dans une mission normale d'opération parce que l'ennemi a battu en retraite. Pas d'enquête, pas de communauté internationale, pas de sonnerie, relais, pas de dictature, pas de ce pays, la démocratie est tuée. Non, on trouve que c'était la chose la plus On compare la mort de Chéribin Okende à celle de Chebeya. Eh bien, celui-là est invité dans une institution officielle, l'inspection générale de la police. Il y va répondre, il dit à son épouse, je suis invité, il amène même son chauffeur. Et on trouve Chebeya comme on a trouvé Chérubin Okende.
abandonné dans la voiture, le corps du chauffeur porté disparu. Jusqu'à aujourd'hui. On ne parle pas de dictature. On ne parle pas de ce pays, la démocratie est tuée. On n'appelle pas la communauté internationale au secours. On n'ouvre aucune enquête. On trouve que c'est dans l'ordre de choses, il devait mourir comme ça. Je vous ai parlé de Yamba Kadiombo, tué en sa résidence à domicile. Ben, Dieu seul sait comment les autres morts, comme Roxy Mukendi et tant d'autres. Pourquoi on ne disait pas à l'époque la démocratie est tuée, vraiment la dictature est instaurée? Cela revenait dans l'ordre de choses. Et on les dit aujourd'hui pour... Non, aujourd'hui, comme on essaye de ressusciter de ces cendres la Gécamine, qui avait été émiettée, bradée, avec la facilitation de Dan Gettler, ça c'est la dictature. Pourquoi on récupère les actifs miniers? Pourquoi on vend aux enchères publiquement de la manière la plus officielle les blocs gaziers, pétroliers? Pourquoi est-ce qu'on organise l'offre publique pour quiconque peut nous aider à construire le chemin de fer? Pourquoi les marchés publics se passent en toute transparence pour réhabiliter les centres qui vont abriter les Jeux de la francophonie? Ça dérange. C'est ça l'assassinat de la démocratie. C'est comme ça que nous sommes dans la dictature. Voilà pourquoi j'introduisais en disant, vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un comment effectuer les mouvements dans une ville que vous n'avez jamais visitée. Vous me parliez de M. alias Moïse Ratombimé, de son vrai nom, Soriano. Où est-ce qu'il a vécu la démocratie? Pour nous dire aujourd'hui, ça c'est la démocratie, ça c'est la dictature. Il a quelle expérience démocratique? Il n'a pas d'expérience. Attention, il ne faut pas... Vous savez, les émissions qui sont comme ça télévisées sont suivies même par les petits-enfants, de manière innocente. Ils peuvent adhérer à une théorie ou à une autre parce que leur capacité analytique ne permet pas de distinguer le bien du mal, de scruter le contenu de chaque théorie. Puisque vous êtes dans le lot, M. Bechman, parlons également de Délicé Sada et de Martin Fayoulou. Peut-être qu'ils n'ont jamais eux aussi connu le chemin de la démocratie et ils en revendiquent aujourd'hui pour parler de la vie chère, de la dictature. Pouvons-nous les classer dans le même rang aussi? Non. Monsieur Jean Vondi, de son vrai nom. Jean Vondi. Oui, oui. De qui s'agit-il? Il est sénégalais de père et camerounais de mère, venu ici en tant que cousin à Pépé Kalé Ampagna, alias Martin Fayoulou, dont on ne connaît pas le village dans le Bandundu, un nom unique dans toute la République. Toi, là où tu as grandi, tu n'as jamais connu un collègue qui s'appelle Martin Fayoulou. Toi, là où tu as grandi, tu n'as jamais connu le nom Fayoulou. Je vous mets au défi. Ne dites pas ça, Monsieur Congolo. Vous avez eu un collègue qui s'appelait Fayoulou. Monsieur Congolo. Alors, toute honte bu, on peut ici... Fayoulou, ce n'est pas un nom congolais? Tu n'as jamais connu quelqu'un, de toute ta vie, toi, tu n'as jamais connu quelqu'un qui s'appelait Fayoulou. Même toi. Alors, si vous nous défiez. Je vous défie. Si nous voulons un peu faire bon visage, vous voyez, on est devant les médias, que ça soit un peu bien, vous pouvez réagir un peu de manière à montrer que non, ils étaient équilibristes, ils l'ont pris. Mais en toute conscience, vous savez que c'est un nom important. Il s'appelle Martin Fayoulou Madidi. Jean Vondi. Maintenant, dans le Bandundu, personne ne le connaît, un autre Fayoulou. Et Madidi? C'est quelqu'un... Attendez... Nous, les Congolais, là, par moment, je peux venir te visiter parce que tu as perdu un cousin, tu as perdu une tante. Ce monsieur n'a jamais de deuil. Parce que la famille n'est pas ici. Monsieur Congolo. Monsieur Congolo. Ayez le courage. Dites à vos téléspectateurs à quelle occasion avez-vous. Et vous allez déposer une gerbe de fleurs parce que. Avions-nous de liens ou avons-nous de liens? Mais nous parlons de lui en tant que personnalité nationale. Voilà, exactement. À ce titre-là, ça suffit pour aller le consoler.
On n'a pas besoin d'autres relations que celle-là. Et j'en étais à dire que quand vous le citez ici comme quelqu'un qui avait un mot à dire dans la démocratie, comme un acteur politique, oui, dans le contexte où les gens considèrent qu'il suffit d'avoir la peau noire pour se donner la nationalité de son choix, ce n'est pas suffisant. Nous, on connaît les origines de l'homme. Et votre frère du Kasaï, c'est Sanga. Je n'ai pas fini de parler de Jean Boundi pour dire que j'aurais aimé, même à une petite occasion, mais plutôt sa grande sœur, qui avait accepté parce qu'elle était épousée dans le Bandundu, qui est allée vivre dans le Bandundu, elle parle le Kikongo, elle parle le Kiyam. Mais lui avait préféré rester à Kinshasa. On le voyait dans les concerts de Pépé Kalé et Ampagna. Il a le lingala dans la bouche, il ne connaît aucune langue du Bandundu. Alors, maintenant pour revenir et vous affirmez ça haut et fort. J'assume. D'accord. Maintenant, pour revenir à Délice Sanga... 3 de 4 sont étrangers. Non. Attends. Délice Sanga, moi, j'ai retenu beaucoup plus ce nom parce qu'il était très cité au RCD. Oh. Tu peux me dire le contraire? Dis-moi qu'il n'était pas au RCD. Il n'a pas coupé l'eau et le courant ici, entraînant les morts des gens qui étaient dans les salles d'opération, des prématurés sous les couveuses, l'eau qui ne coulait plus au robinet. Avec Délice et Sanga. Mais c'est la bande avec Tambwe Mwamba, les gens qui se vantaient d'avoir abattu l'avion en plein vol. Ah et bon? là, tu nous le cites ici comme exemple de la démocratie. C'est mon frère du Grand Kasaï. Mais quand il est de la race de Roger Lumbala et consorts, tu veux que j'en fasse un modèle? Lumbala, c'est votre frère également? Oui. Mais quand un frère est médiocre, on dit qu'il est médiocre. Ah bon? Oui. Voilà. Alors, on va tourner la page. Quelle conclusion aujourd'hui vous pouvez donner par rapport à l'élucidation du meurtre, de l'assassinat de Cherubin Okende? Je n'ose pas, je ne suis pas journaliste d'investigation, je ne suis pas un spécialiste de la criminologie, je ne suis pas dans l'équipe d'enquête, mais j'ai le droit d'analyser, de réfléchir au regard des éléments en présence, tout ce que j'entends et que je lis dans les réseaux sociaux. J'ai même suivi un compatriote, encore mon frère, qui se battait comme un diable pour expliquer que Qui c'est? Le tweet de 14h là, quand on l'a publié à 14h ici, sans maîtriser bien le décalage de fuseau horaire, il voulait sous-entendre que le tweet avait été initié aux États-Unis, mais que c'est arrivé ici, sans savoir que les États-Unis étaient en retard par rapport à... Mais il est kassaïen. Beshmas Kongolo. C'était ridicule. Beshmas Kongolo. Je ne pouvais pas faire autrement. Qui a parlé du décalage horaire États-Unis, Kinshasa? Et il est allé dire, bon, Yebisanga, ceux qui m'ont tweeté dans les États-Unis, il faut comme Ernie. Ceux qui ont tweeté 6 heures, il ne maîtrisait rien. J'ai compris, il est... Ah oui, comment Ernie? C'est Batindi Gotinda, va dire. Ah oui, comment Ernie? Ceux qui m'ont tweeté dans Ernie, les États-Unis. États-Unis, l'écart le plus court est de 6 heures. C'est pas une fierté. Je te dis que c'est mon frère. Mais du Grand on Kasaï, doit quand même savoir si c'est qui. Ça dérange. C'est votre frère, bien sûr, mais c'est qui? Il est le porte-parole de Soriano. Voilà comment la médiocrité se regroupe dans le groupe de Soriano. J'ai vu qu'il essayait d'expliquer que le tweet là, à l'heure où il a été réceptionné ici à 14h, il venait des États-Unis. Alors maintenant, il est 14h ici. C'est déplorable. Quand il est 14h ici, aux États-Unis, on est entre 7h, 6h ou 5h. Ok. Mais lui, il croyait que les États-Unis sont en avance par rapport à nous. Dommage. C'est M. Francis Kalombo. Parce que je ne raconte pas des histoires. C'est ce que je dis. Alors, on regarde l'acharnement, l'agitation des gens qui se battent pour essayer de défendre l'indéfendable. Je me dis, on ne peut pas anticiper. Gardons notre mal en patience. Laissons la justice, les enquêteurs, les criminologues
faire leur travail et on jugera l'arbre par ses fruits. Ça ne sert pas d'aller très vite. Bon. Je pense plutôt que le sang du Grand Kasaï a assez coulé et que c'en est assez. C'en est trop, on doit arrêter. On doit punir tous les crimes qui n'ont pas encore été punis. Pour nous, nous réclamons que soient punis les auteurs de la mort de Chérubin Okende, de manière stricte et exemplaire. Très bien. Qu'on remonte au déluge pour sanctionner les assassins de Yamba Kadiobo. Très bien. Nous, en tout cas, nous tenons vraiment à ce que l'impunité s'arrête. Ce n'est pas parce qu'on est allé en justice le premier que d'office on doit gagner le procès. Ce n'est pas parce que c'est vous qui pleurez dans une bagarre qu'essentiellement vous êtes la victime. Vous pouvez être l'agresseur, mais vous commencez par crier. Mais l'avocat a porté plainte contre l'inconnu. L'avocat de la famille. Oui. L'avocat a porté plainte contre l'inconnu parce que la famille a refusé de prendre parti pour un camp contre un autre. Vous avez vu les gens se bousculer. J'avais oublié un cas. Quelqu'un a été assassiné froidement dans sa maison par les gens qui le connaissent et que lui connaissait, à qui il pouvait ouvrir sa porte. Ils entrent, ils sont reçus, ils tirent la causerie. Madame, les enfants sont fatigués, ils partent dormir. Ils se réveillent, ils trouvent qu'il est mort. C'est le général Delphin. Et vous avez oublié la mort de Gigiani. En plein procès. On se réveille, on trouve qu'il est mort. Alors, il y a des choses, parce que si je disais, je n'avais pas fini d'ailleurs, ma réflexion, selon la version du garde-corps, parce que l'honorable Chérubin était resté tout seul dans le véhicule. Ce véhicule qui était bloqué, climatisé, le moteur en marche, alors qu'il était sorti avec son garde-corps, il ne pouvait pas ouvrir les portières à un inconnu. Il a dû voir quelqu'un qui est son type de confiance. Quelqu'un en qui il croyait, à qui il pouvait se confier et même faire de confidence. Parce que le véhicule automatique, quand c'est fermé, même si tu ne bloques pas, elle se verrouille automatiquement. Or, le garde-corps dit avoir fait plus de 10 minutes. Les portières n'étaient pas restées ouvertes. Mais qui est ce monsieur en qui M. Chérubin pouvait faire confiance, que quand il l'a vu, il s'est senti avoir affaire à quelqu'un de son cœur. Il a déverrouillé les portières, il a accepté que celui-là embarque, c'est lui qui était au volant. C'est dans cette position qu'on l'a trouvé mort. Et le même garde-corps qui a refusé de sonder, d'activer le GPS pour retracer l'itinéraire de véhicule, est revenu vers 20h à la Cour constitutionnelle, sans être arrivé ni prévenir Madame Chérubin. Okay. Et le lendemain, il débarque sur le lieu du crime. Il dit que c'est le GPS qui a indiqué l'itinéraire du véhicule. Il n'y a pensé après l'assassinat. C'est curieux, hein? Je ne fais pas des insinuations. Merci. Merci, M. Kongolo. Alors, on a consommé du temps, mais une question en rapport avec la situation qui se passe à Kinshasa, cette psychose qui a élu domicile, on parle de kidnappeurs. Et on a vu le procès, ils ont été condamnés à mort, mais on a comme l'impression qu'à chaque fois qu'on approche les élections, il y a toujours un phénomène un phénomène de société qui apparaît et qui fait peur aux gens. À l'époque de Mobutu, on l'a vu, vers la fin du régime, c'était, comment on a appelé le phénomène, ça nous échappe. Ce qu'on appelait... Les hiboux. Ouais, on a vu les hiboux. À l'époque de Kabila, on a parlé de kata, quelque chose comme ça. Kata. Et aujourd'hui, on parle de kidnappeurs. Oui. Voilà. Oui, le contexte est un peu différent. Parce que si, à d'autres époques, on avait besoin d'approcher des élections, ici, c'est en tout début d'un mandat que nous avons vu des agitations. Les gens dire
nous allons rendre ce pays ingouvernable. Les gens disent, nous allons tout faire pour empêcher aux investisseurs de venir. Les gens se lever et dire qu'on nous mette sur pied une série qui permet l'alternance. Ça, c'est un bon l'enfant ici, Cholet. L'enfant Cholet. Tu penses qu'il a mon âge? C'est Monseigneur Cholet. Appelle-le comme tu veux, mais ne m'empêche pas de l'appeler comme je veux. Ce n'est pas un enfant, c'est un adulte, Monsieur Kongolo. Nous sommes en Afrique. Je ne dis pas qu'il n'est pas adulte. On est en Afrique. Je ne dis pas l'enfant Cholet. Ok, d'accord. Je ne dis pas. Toi, tu es enfant, non? Tu as mon âge? On y va, monsieur alors, Kongolo. Lui, il se met debout, il dit, nous voulons une CENI qui facilite l'alternance. Donc, dans la même semaine que l'on élisait monsieur Kadima, en Bongo et choses, comme on leur a privé de la possibilité d'avoir le minimum de 10 millions qu'ils se faisaient à l'occasion des Minerval, que les pauvres qu'ils sont censés protéger décaissaient à leurs bénéfices, ils ont revendiqué l'alternance. Maintenant, l'Église qui doit être du côté des faibles se met aux côtés des faibles à quel moment? Quand on dit le Congo aux Congolais, les expatriés ne peuvent pas nous diriger, allez, on s'improvise défenseur des pauvres, on se met du côté de la société. Quand on dit les parents sont assez pauvres, ils n'ont pas de quoi payer les soins des enfants et étudier, là, on se dresse contre les parents, on se dresse contre le pouvoir, on exige que les parents payent et on se fait appeler encore. Tu dis que je devais l'appeler comment? Je vais lui dire quoi? Monseigneur Cholet. Va au diable. C'est Monseigneur Cholet. Je crois qu'on doit être sérieux, on doit être moins sérieux, médiocre. Je serais fier d'appeler quelqu'un comme ça si son combat est juste. Combattre les pauvres parents, mal payés, impayés au soutien. Au moins par élégance, au moins. Hein. Vous pouvez même dire monsieur Ambongo, mais pas enfant quand même. Ça, c'est trop dénigrant. Non, je ne dis pas d'Ambongo qu'il est enfant. Fridolin, comment? Cholet, oui. Monseigneur Cholet. Je ne vous empêche pas de l'appeler. Vous pouvez me dire Pape Cholet. Dites-le, moi je vous le concède. Alors, maintenant, ne pas protéger ses parents à la faveur de l'avenir de demain, la jeunesse. Ces jeunes gens qui, en partant à l'école, deviennent utiles à la société, vont travailler, gagner quelque chose pour venir donner de l'offrande à l'église. Vous refusez ça aujourd'hui. Mais demain, vous allez commencer à inciter. Soutenez l'église. Regardez comment font les églises de réveil. Parce que l'argent qu'on donne ne profite pas à l'église, mais au chef des églises. Là, il y a une divergence. Alors, on va vers la conclusion. Hein. Très bien. Je pense que nous sommes en droit, en tant que peuple congolais, de faire confiance à notre président. Très bien. Il met mal à l'aise les prédateurs. Ah bon? Nous n'avons pas d'opposition dans ce pays. Nous avons un conglomérat de mécontents. Des gens qui étaient à table en train de festoyer. On te retire les couverts. Tu dis, dans ce cas, je commence le jeûne. On ne fait pas le jeûne comme ça. Le jeûne, c'est quelqu'un qui a à boire et à manger et qui prend distance pour une privation, pour se faire souffrir lui-même, en toute liberté. Ce n'est pas quelqu'un, un enfant puni. Tu rentres après l'heure donnée par le chef de famille, tu ne manges pas. Ou tu n'as pas dit régime. Non, non. Voilà le régime. On doit être sérieux. Ok. Si on n'avait pas pris Chadari comme dauphin, si on avait retenu M. Soriano comme dauphin, il ne serait pas dans l'opposition. Il peut me dire le contraire. Vous êtes journaliste d'investigation. Je vous défie. Ce n'est pas un monsieur à table en train de boire et manger. On lui dit, lève-toi. Toi, c'est une erreur, tu ne devais pas être ici. Oh, d'ailleurs, mais pourtant, tu étais là en train de manger. Et vous prenez des gens comme ça, des gens mécontents, vous venez me dire que c'est ça l'opposition. Attends, c'est le plaisir de parler opposition, parce que c'est vrai qu'on a fait une quarantaine d'années derrière l'incarnation de l'opposition, le sphinx, ça c'est le mythe qui a combattu l'une des plus féroces dictateurs de la planète.
Alors, comme aujourd'hui c'est le peuple, ce sont les faibles qui dirigent, il faut trouver quelque chose pour faire office de l'opposition. Alors, les mécontents ici, appelons-les. Voilà, voilà, merci Monsieur Bechmas Kongolo. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce plateau spécial en coprésentation avec Diane Walembo, qui revient fraîchement des États-Unis. Merci à vous aussi, acteur social et beaucoup plus dans le projet de développement. Et je pense que vous serez notre invité dans le prochain numéro du plateau spécial. Nous allons vraiment beaucoup plus développer autour de cet aspect de l'opposition en République démocratique du Congo pour parler de qui est opposant et qui ne l'est pas. Merci beaucoup, Monsieur Kongolo. Moi qui vous remercie. Merci aussi à Diane. Hein. Merci. Voilà, ok. Merci à voilà. Serge Lokondo, merci. Plamedi Tongo, merci. Pams Bienga, Wilson Luyedissa, merci également à vous qui aimez suivre Enjeu de l'heure, ce plateau spécial. Vous avez suivi en direct sur notre page YouTube, Tosungana TV, Facebook. Également, vous allez nous suivre sur TikTok et les autres réseaux sociaux. Quant à vous, bonne suite de programme sur Tosungana.